Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un argument historique, disons assez complexe, qui vient tout droit du livre Black Rednecks and White Liberals. Et oui, c'est la question que pose l'ouvrage qu'on analyse aujourd'hui. L'idée, c'est que les racines d'une partie de la culture américaine, elles ne seraient pas en Amérique, mais bien plus loin, à des siècles de distance, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par le commencement. Définissons ensemble cette culture si particulière qui est vraiment au cœur de toute l'analyse. La thèse centrale du livre, c'est que la culture qu'on associe souvent au stéréotype du redneck ou du cracker dans le sud des États-Unis, en fait, elle ne viendrait pas de là du tout. Non, elle aurait été importée, transplantée directement depuis certaines régions bien précises de Grande-Bretagne. Et là, c'est un point super important. Le livre insiste bien. Il ne s'agit pas du tout d'une identité raciale, non. On parle d'un ensemble de comportements, de valeurs, bref, un véritable modèle culturel qui a des racines historiques bien ancrées. Alors, quels sont ces traits culturels exactement ? Eh bien, selon la source, on a d'abord un sens de la fierté et de l'honneur qui est, disons, très poussé. Ça va souvent de pair avec une tendance à régler les conflits par la violence, ajouter à ça une certaine aversion pour le travail et l'entrepreneuriat, un mépris pour l'éducation, et vous avez une cocktail qui, d'après l'auteur, définit le cœur de cette culture. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, suivons le parcours de cette culture. D'où vient-elle précisément en Grande-Bretagne et comment a-t-elle fait le voyage jusqu'en Amérique ? Alors, le livre nous emmène dans ce qu'il nomme la frange celtique de la Grande-Bretagne. Imaginez un peu, les Highlands écossais, le pays de Galles, l'Irlande. Des régions qui pendant des siècles ont été synonymes de pauvreté, de retard économique et surtout de violence quasi permanente entre des clans qui se faisaient la guerre. Cette citation, elle est assez parlante, non ? Elle nous plonge direct dans cette culture de la violence. Le livre décrit des scènes de combat d'une brutalité incroyable. On parle de mutilations, d'yeux arrachés. Et ce style de combat à la dure, l'auteur affirme qu'on le retrouvait aussi bien dans le sud des États-Unis que dans les Highlands en Écosse. Et donc, logiquement, une bonne partie des colons qui se sont installés dans le sud américain venaient de ces régions-là. Ils n'ont pas juste traversé l'océan, ils ont emporté toute leur culture avec eux. C'est ce bagage culturel qui, selon l'analyse, va poser les fondations de ce qui deviendra la culture du Sud d'avant la guerre de sécession. Et là, on touche à un point vraiment fascinant. C'est ce lien très fort entre l'honneur et la violence. Le livre explique que dans ce système de valeurs, la justice, ce n'était pas forcément l'affaire des tribunaux. Non, si quelqu'un vous insultait ou s'approchait d'un peu trop près de votre femme, le tuer pouvait être vu comme une forme de justice. C'était le code d'honneur local qui primait sur la loi. Alors, pour que ce soit encore plus clair, le livre propose une comparaison. Il met cette culture du Sud face à une autre, celle d'un autre groupe de colons britanniques, ceux qui se sont installés en Nouvelle-Angleterre. Et on va voir, le contraste est saisissant. Ce tableau résume bien le fossé que décrit l'auteur. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, la culture du Sud, avec son aversion pour le travail et sa religion très expressive, très émotionnelle. De l'autre, la culture de la Nouvelle-Angleterre, où le travail acharné et l'éducation sont des valeurs cardinales, et où la religion est beaucoup plus cérébrale. C'est fou de se dire que les deux viennent de Grande-Bretagne, mais qu'elles ont pris des chemins complètement opposés. Et ces différences, elles ne sont pas juste théoriques, loin de là. Elles ont eu des conséquences très concrètes. Regardez ce graphique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1851, le Nord dépose 91% des brevets. Le Sud, seulement 9%. Alors que la population blanche du Nord n'était que 2 fois supérieure. Ils ont produit 10 fois plus d'inventions. Pour l'auteur, il n'y a pas de doute, c'est une conséquence directe de ces deux cultures du travail totalement différentes. Et l'auteur insiste encore et encore sur ce point. Cette division, elle est culturelle et régionale, pas raciale. Il donne même l'exemple des prénoms. Le prénom Patrick, par exemple, très courant dans les colonies d'Écossais d'Ulster, était quasiment absent à Harvard à la même époque. C'est un détail, mais pour le livre, c'est une preuve de plus qu'on a bien affaire à deux vagues de migration bien distinctes qui ont apporté avec elles deux cultures bien différentes. On arrive maintenant à la dernière partie, et c'est peut-être la plus délicate. Comment cette culture a-t-elle survécu au temps ? Et surtout, comment s'est-elle transmise ? C'est là que la thèse du livre devient, il faut le dire, particulièrement controversée. L'idée avancée est que des générations de personnes noires, en vivant au cœur même de cette culture blanche du Sud, en auraient absorbé de nombreux traits. Le livre parle vraiment d'une transmission culturelle, presque par capillarité, favorisée par la proximité et bien sûr par les rapports de force de l'époque. Et pour appuyer cette idée, la source ne se contente pas d'affirmations. Elle va jusqu'à citer des figures noires très respectées, comme W.E.B. Du Bois. Le livre met en parallèle les écrits de Du Bois, qui décrivaient une forme d'imprévoyance chez certains de ses contemporains noirs, avec des descriptions qui sont quasiment identiques, faites des siècles plus tôt au sujet des Blancs pauvres du Sud et même de leurs ancêtres britanniques. Donc si on résume toute la logique du livre, ça donne ça. Étape 1, une culture redneck,
nés dans la frange celtique de Grande-Bretagne. Étape 2, des migrants l'emportent avec eux dans le sud des États-Unis. Étape 3, la population noire locale finit par absorber les traits dominants de cette culture. Et étape 4, la conséquence de tout ça, cet héritage culturel est présenté comme la raison principale pour expliquer certains retards sociaux qu'on observe aujourd'hui. Et on s'en doute, cet argument historique n'est pas juste une leçon d'histoire. Non, le livre s'en sert pour critiquer très directement les explications qu'on donne aujourd'hui aux inégalités. L'idée, c'est de dire « et si on arrêtait de regarder uniquement les facteurs externes, comme le racisme, pour se concentrer aussi sur ces schémas culturels internes ?» Et voilà le mot qui fâche. Pour l'auteur, les explications qui mettent tout sur le dos des péchés des autres, comme le racisme systémique, sont en fait un alibi. Un alibi qui, selon lui, empêcherait ceux qui sont à la traîne de s'attaquer à ce qu'il considère être le vrai problème, des schémas culturels internes qui sont contre-productifs. Finalement, le livre nous laisse sur cette question, qui est assez vertigineuse. Comment est-ce que la compréhension de l'histoire d'une culture peut changer notre regard sur son présent ? C'est une invitation à réfléchir aux racines, parfois très lointaines et pas toujours confortables, de nos identités culturelles. Et surtout, à voir comment le poids de ce passé continue, encore aujourd'hui, de peser sur notre présent.